vous parler des bases de données qui permettent d'évaluer les propriétés hydriques des sols. Donc, par rapport à l'exposé de Nicolas qui s'est adressé vraiment à l'agronome de terrain, moi je vais peut-être m'adresser un peu plus à l'agronome des territoires. On va être plutôt sur des plus grands espaces, quoique. Et donc, pour commencer, de quoi va-t-on parler? Alors, on va parler de bases, un peu plusieurs types de bases de données. On va parler de leur utilisation pour faire des cartes d'un certain nombre de propriétés hydriques. Vous l'avez compris, je suis monomaniaque du réservoir utilisable, donc on va parler du RU. Et on va surtout parler des incertitudes associées sur la cartographie des propriétés hydriques. Et puis ensuite, des conséquences de ces incertitudes quand on décrit le fonctionnement du système sol-plante. Alors, comment on décrit le fonctionnement hydrique des sols? Alors, je vous ai mis une image un peu généraliste de ce qui se passe sur un bassin versant en matière de flux d'eau verte et d'eau bleue. On voudrait décrire ce système et on voudrait tenir compte des propriétés des sols. Donc, on va avoir besoin en général de deux grandes familles de propriétés. D'une part, à gauche, ce qu'on appelle la courbe de rétention. Donc, c'est ce qui nous donne la teneur en eau en fonction de l'énergie avec laquelle l'eau est retenue dans le sol. Et les deux points caractéristiques de cette courbe de rétention, ce sont les points qui permettent de caractériser le RU. Et puis, si on reste à des modèles un peu plus compliqués, on va avoir besoin de la courbe de conductivité hydraulique qui décrit la façon dont l'eau est transférée dans le sol en fonction de l'énergie avec laquelle elle est retenue. Donc, sous les contraintes du climat et des pratiques agricoles, eh bien, par modélisation, on peut ainsi décrire le fonctionnement du système. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces propriétés hydriques? Alors, des fois, on a de la chance et on a les informations dans des bases de données de propriétés hydriques des sols. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais presque plus sûrement, on n'a pas cette information. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très coûteux de faire une évaluation du RU et c'est encore plus coûteux de faire une courbe de rétention et c'est encore beaucoup plus coûteux de faire une courbe de conductivité hydraulique. Donc, on va utiliser les données qui sont présentes dans les bases de données sur les sols et on va y appliquer ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ces fameuses fonctions de pédotransfert qui sont en fait des modèles qui permettent de transformer de l'information pédologique assez facilement accessible, par exemple une texture, une teneur en matière organique, en propriétés plus difficiles à obtenir comme la rétention en eau ou la conductivité hydraulique. Alors, je vous l'ai dit, ça existe quand même des bases de propriétés hydriques sur les sols. Alors, en France, vous avez ces ces trois exemples. Donc, en haut, vous avez la base de données Solhydro, qui est une base de données qui rassemble des données collectionnées par l'INRAE et l'INRAE depuis très longtemps. Donc, vous avez à peu près 680 horizons de sol qui sont renseignés soit par la connaissance de leur RU, soit par leur courbe de rétention complète. Et puis, il y a quelques années, les instituts GEVES, Terrinovia, Arvalis se sont rassemblés et ont constitué une base de données synthétique de l'ensemble de leurs données qu'on a appelée GNARVOVIA, qui rassemble 310 horizons de sol avec une évaluation du RU. Donc, cette carte en haut, elle vous montre la répartition de Solhydro, la répartition de GNARVOVIA. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit trou un peu dans la zone centrale et sur le sud-est. Et donc, on a ensuite conçu un plan d'expérimentation pour aller collecter des échantillons et faire des mesures voilà, sur un certain nombre de points du territoire. Cet échantillonnage, il s'appuie sur les réseaux de mesure de la qualité des sols, sur lequel, au cours de la seconde campagne qui a lieu actuellement, on va prélever à peu près 40 sites par an pour mesurer le RU. C'est plutôt, du coup, dans les zones qui sont en rouge sur cette carte. Alors, on a à d'autres échelles, on a des bases de données européennes, à la base EUHD, European Hydropedological Data Inventory, qui rassemble presque 20 000 horizons de sol avec de la rétention en eau, de la conductivité, etc. Vous avez aussi des sorties disponibles en accès libre sur Internet de SoilGrid, données par l'ISRIC, l'Institut international sur les sols. Vous avez en particulier la teneur en eau à moins 100 hectopascales qu'on pourrait assimiler à la capacité au champ, la teneur en eau à moins 15 000 hectopascales qu'on assimilerait au point de flétrissement permanent. Vous pourriez comme ça calculer votre RU. Je vous le recommande moyennement parce que bien sûr sur ces très grands espaces, la résolution est faible. Et puis il y a aussi des bases mondiales, donc par exemple la Soil Water Infiltration Database. Mais ces bases restent quand même peu fréquentes et en général, on va plutôt utiliser des données sur les sols. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition en France? Alors, on a déjà les programmes nationaux de cartographie des sols à différentes échelles.
Donc le référentiel régional pédologique dont Jacques a parlé tout à l'heure, donc vous voyez, c'est la carte en haut, la France est à peu près couverte. Vous avez à plus haute résolution la carte pédologique de France au 50 millième. Alors là, il y a très peu de coupures en France malheureusement. Et puis vous avez réparti sur le territoire ce qu'on appelle des secteurs de référence. Donc ce sont des cartes à haute résolution allant jusqu'au 5 millième. Et puis à côté de ces programmes nationaux de cartographie, on a ce fameux réseau de mesure de la qualité des sols qui maille le territoire national à la résolution de 16 sur 16 km et qui fait un point de mesure tous les 15 ans sur le territoire. Ça fait à peu près 2200 points en France métropolitaine et sur les territoires d'outre-mer. L'ensemble de toutes ces informations pédologiques sont collectées dans la base nationale de données sur les sols qui s'appelle DONSOL, donc des informations ponctuelles ou des informations surfaciques. Et bien sûr, ces informations, elles sont de qualité diverses. Donc, il y a des variables qu'on trouvera presque sûrement toujours dans la base, l'épaisseur des horizons, l'épaisseur du sol. Et puis, il y a des variables beaucoup plus rares comme la masse volumique ou la nature minéralogique des argiles, ce qui fait que certaines fonctions de pédotransfert ne pourront être utilisées. Et puis on a enfin la base de données géographiques des sols de France au millionième, donc qui est en accès libre, qui couvre la totalité des sols du territoire. Cependant, cette base de données ne contient pas d'informations mesurées, elle ne contient que des informations qualitatives. En conséquence, les utiliser pour déterminer un réservoir utilisable nécessite l'utilisation de fonctions de pédotransfert. Alors la question c'est comment on a choisi la fonction de pédotransfert. La littérature regorge de fonctions de diverses natures. Alors pour choisir une fonction, il faut s'intéresser à l'espace sur lequel elle a été développée, à l'espace sur lequel on veut l'appliquer, à la résolution qu'on cherche. Et là, vous avez un exemple un peu théorique sur un sol près de chez moi, là, à Ville-en-Blain, en Beauce, où j'ai calculé le RU. Alors, ce que j'appelle la méthode de référence, c'est la mesure que j'ai faite en laboratoire. Ensuite, j'ai joué avec différentes fonctions de pédotransfert. Vous voyez qu'à 1,20 m de profondeur, on peut avoir des évaluations qui ont plus de 30 mm d'écart, voire parfois 60 mm d'écart. Pour vous qui êtes agronome, 60 mm, c'est 2 tours d'eau. Donc, c'est quand même pas très acceptable d'avoir une aussi grande imprécision sur le RU. Donc, mon message, c'est attention, la fonction de pédotransfert, elle est essentielle. Alors, regardons maintenant quelques cartes à différentes échelles du réservoir utilisable. Je vais commencer par un petit secteur de nouveau en Beauce qui présente la caractéristique d'avoir des sols caillouteux. Donc là, on est dans le canton de Patay, sur un espace de 36 000 hectares. Grâce à la carte au 50 millième de la région de Patay, eh bien, on produit une carte du réservoir utilisable, vous voyez, qui varie de 50 mm sur les sols peu profonds jusqu'à 200 mm. Et là, on l'a fait un peu brutalement, c'est-à-dire on a tenu compte que de la terre fine. Cependant, dans cet espace, ce qui est développé sur milieu calcaire, il y a une charge en cailloux qui peut être élevée et ces cailloux peuvent retenir de l'eau et on en a mesuré les caractéristiques. Et voilà la carte de RU quand on tient compte de la teneur en éléments grossiers représentée par les petits picots et de la RU réelle de ces éléments grossiers. Donc vous voyez globalement une carte un peu plus clair, mais globalement surtout un peu plus bleu. Et donc, au final, le réservoir utilisable est supérieur quand on tient compte des éléments grossiers, puisque je vous l'ai dit, on a beaucoup de sols courts et des éléments poreux. Et si on fait un exercice de modélisation qui consiste à évaluer le déficit hydrique sur cet espace, et qu'on compare ce qu'on a fait sans tenir compte des cailloux et ce qu'on a fait en tenant compte des cailloux, eh bien vous avez ici un déficit hydrique qui est très surestimé si on ne tient pas compte des cailloux, qui sur cet espace vaut 230 mm par hectare, ce qui vaut de nouveau à peu près un tour d'eau. Donc le message c'est toujours le même, c'est que les cailloux, il ne faut pas les mettre tous en bord de champ, c'est mieux pour les opérations culturales, mais ça contribue à l'alimentation hydrique et en conséquence à l'alimentation minérale. Alors changeons un peu d'échelle et évaluons maintenant ce RU sur le territoire national. Alors juste, je voulais le préciser, mais je vous ai dit tout à l'heure que le pédologue s'intéressait à toute la profondeur du sol. Donc ce que je vous présente dans cet exposé, c'est bien sûr du réservoir en eau maximum. Alors voilà une première carte ancienne, c'est la même que celle que Jacques vous a montrée tout à l'heure, c'est juste pas le même code couleur. C'est une évaluation du réservoir utilisable sur la carte, la base de la carte au millionième. Si on allait la regarder dans les détails, on serait un peu peur dans certaines régions. Et donc maintenant, on fait mieux. En particulier, on utilise les caractéristiques du programme Global Soil Map pour calculer du RU.
Alors, Global Soil Map, c'est un programme mondial qui a pour ambition d'évaluer les propriétés des sols à la résolution de 90 mètres avec les incertitudes associées sur l'ensemble des terres émergées du globe. Ça fait un truc comme 18 milliards de pixels, je crois. Et parmi ces propriétés, il y a le RU, qu'on va évaluer par des fonctions de pédotransfert jusqu'à une profondeur de 2 mètres pour des couches de 5 cm en surface jusqu'à 1 mètre en profondeur. Donc voilà un exemple de sortie Global Soil Map avec la même fonction de pédotransfert que celle-ci. Alors si vous avez la patience, vous irez regarder les différences et vous en trouverez. L'intérêt du Global Soil Map, c'est ça. C'est les incertitudes en fait associées. Alors vous avez cette carte de valeur moyenne, mais vous avez la carte pour la couche 5 cm, 5, 15, etc. Et vous avez la valeur inférieure et la valeur supérieure. Alors on s'intéresse donc à produire une carte de la valeur moyenne du réservoir utilisable. Alors ça, c'est la carte que je vous recommande, qui a été développée par Mercedes Roman de Barco, qui est la plus récente. C'est la meilleure fonction de pédotransfert dont on dispose actuellement en France. Voilà un exemple sur la couche 15-30. Vous avez ici son incertitude associée. Et alors, qu'est-ce qui fait que la carte est incertaine? Eh bien, parce qu'on a une méconnaissance de certaines caractéristiques des sols, par exemple la texture, on ne connaît pas très bien la charge élément grossier, on a des fonctions de pédotransfert imprécises, et donc, dans le programme Global Soil Map, on peut aussi identifier la source des incertitudes pour aller progresser là où ça nous intéresse. Donc ça, c'est la contribution des différentes sources d'incertitude sur la variance de l'évaluation du RU. Alors finalement, la source principale, c'est la charge en éléments grossiers. Et puis vous voyez dans les zones où finalement la variance est assez faible, par ici, eh bien, un effet prépondérant des fonctions de pédotransfert, ici, dans la région centrale, et puis dans la région nord, plutôt un effet de la granulométrie. Alors cette carte du RU au format Global Soil Map, elle est disponible en accès libre. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez avoir accès à ces données et les utiliser à votre gré. Et surtout, utiliser cette fonctionnalité incertitude associée. Alors pourquoi je pense que c'est important? Je vous présente ici des résultats de la thèse de Christine Lebas qu'on a dirigée avec Yves, qui s'intéresse à évaluer qu'est-ce que ça fait l'incertitude d'une valeur de RU sur les sorties d'un modèle de culture. Alors, on va prendre une unité de sol en région centre, on a un RU, on a les incertitudes associées. On va faire tourner le modèle STIX sur un blé non irrigué. Et on va s'intéresser à des années sèches et à des années humides. Alors, voilà ce qu'on obtient en sortie de modèle. Ça, c'est la variable drainage cumulé annuel. Donc, bien sûr, les années sèches, là, les années sèches en orange sont des drainages bien inférieurs aux années humides en bleu. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. On a une valeur incertaine en entrée du RU et vous voyez une variabilité forte qui est de l'ordre de 50 mm autour de l'évaluation du drainage cumulé. Et puis, bien sûr, si on a pris des valeurs extrêmes du RU, vous voyez des incertitudes qui peuvent être très longues. Alors, c'est vrai sur cette variable, mais vous qui êtes agronome, vous allez vous intéresser plutôt au rendement. On va dire que ça peut être pire. Donc, si on a des années humides, finalement, avoir un RU incertain, ce n'est pas très grave. Le rendement, vous l'évaluerez toujours à peu près proprement. Par contre, si vous êtes en année sèche, et en fonction en plus de la typologie de la sécheresse au sein de l'année, vous aurez des évaluations du rendement. Là, on est à peu près à 9 tonnes et demie, puis finalement, on est peut-être finalement qu'à 8 ou à 11,5, et ça, je pense que ça ne vous satisferait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'utiliser les bases de données avec leurs fonctionnalités incertitudes et de faire entrer ces incertitudes quand vous utilisez des modèles. Voilà. Dernière chose, on parle des bases de données. Là, je vous ai dit, on faisait un peu de l'agronomie sur des grands espaces. Et je vous ai beaucoup parlé de fonctions de pédotransfert, d'incertitude. Je ne voudrais pas que vous en gardiez à l'idée qu'il faut utiliser ces bases de données et ces fonctions de pédotransfert quand on fait du travail à l'échelle d'une parcelle agricole. Au contraire, quand on veut étudier le réservoir en eau utilisable maximale sur une parcelle, il n'y a pas d'alternative à la mesure, à mon sens. Donc voilà un exemple sur les méthodologies que nous, on met en œuvre pour faire des évaluations à l'échelle locale. Donc là, on est sur le site INRAE des Poix, c'est à peu près 100 hectares. On commence par faire une prospection géophysique qui va nous permettre de designer un dispositif de prélèvement d'échantillons.
Donc une prospection pédologique avec des prélèvements d'échantillons associés que l'on analyse pour faire une carte des sols. Et puis, avec les échantillons, on fait aussi des mesures de RE en laboratoire et on obtient cette carte de réservoir utilisable. Alors, vous voyez, très grande variabilité en fonction des types de sols. Ça fait écho à la remarque de Marianne tout à l'heure sur où est-ce qu'on met les capteurs dans nos parcelles. Et bien, effectivement, dans nos parcelles, on a une très forte nécessité de connaître la variabilité intraparcellaire des propriétés des sols et notamment du réservoir utilisable. Voilà. À cette échelle, les mesures sont donc incontournables. Avant de clôturer cet exposé, quand même, je vous ai parlé beaucoup de RU et de bases de données. Je veux juste vous rappeler qu'à partir d'une carte de RU, on ne décrit pas tout sur les sols et sur le fonctionnement hydrique des sols dans les parcelles. En particulier, dans des plans au sol, le RU ne va pas nous permettre de décrire des écoulements latéraux. Le RE ne tient jamais compte des remontées capillaires, donc, et ça peut être une contribution forte à l'alimentation de la culture. Et puis, le RU par essence n'a pas de sens dans des systèmes qui sont fortement engorgés avec une nappe phréatique proche. Voilà, alors pour finir, des petits take-home messages, comme disent les Anglais, des petits messages à rapporter chez soi. Pour une évaluation sur un espace, adapter le choix de la fonction de pédotransfert au lieu, à l'échelle, au nombre, à la qualité des données sols. Tenir compte des limites et des méthodes employées et des incertitudes sur la valeur du RU pour toutes les applications que vous voudrez en faire. Pour des évaluations locales, il n'y a pas d'alternative à la mesure. Et puis pour décrire le fonctionnement hydrique, rappelez-vous, il n'y a pas que le RU dans la vie, même si ça me fend le cœur. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le chapitre 8 de cet ouvrage « L'eau en milieu agricole, outils et méthodes pour une gestion intégrée territoriale » aux éditions Quae. Et vous y trouverez le chapitre que Anne et moi avons écrit et qui a inspiré cet exposé. Merci pour votre attention.